Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans cette deuxième partie du live de TV Finance, live du 9 janvier 2025. Et il est l'heure donc désormais d'ouvrir notre page politique avec notre invité François Asselineau. François qui est président de l'Union populaire républicaine et avec lequel, entre autres, j'aimerais beaucoup parler de Jean-Marie Le Pen. Mais avant tout, monsieur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci de m'inviter. C'est pas la première fois que vous m'invitez. Et j'en profite pour souhaiter une bonne année à tous vos auditeurs. Eh bien, voilà. Écoutez, permettez-moi de vous présenter également mes meilleurs vœux. Monsieur Asselineau, Jean-Marie Le Pen est l'homme qui a remis l'extrême droite au centre de la scène politique française. Quelle est, selon vous, quelle contribution laisse-t-il à la démocratie et à la vie politique française? Alors, c'est un sujet qui mériterait 2 heures d'explication. D'abord, Jean-Marie Le Pen était quelqu'un qui a eu une vie avant le Front National. Vous savez qu'il avait été député poujadiste. Il avait été un des plus jeunes députés en 1956. Il s'était engagé pour aller faire la guerre en Algérie. Donc c'est quelqu'un qui était assez connu. Il n'a pas créé le Front National. Celui qui a créé le Front National, c'est Alain Robert au printemps 1972. Mais Jean-Marie Le Pen a rejoint le Front National à l'automne 1972. Et évidemment, comme il était déjà assez connu par ses sorties, il a mis la main, il a pris le Front National. Il en a fait d'ailleurs un parti qui a lutté dès le début des années 70 donc, contre l'immigration sauvage. C'était sa thématique. Mais il serait resté extrêmement marginal si il n'avait pas vu les bonnes faits médiatiques. Je rappelle qu'en 1974, donc, il a réussi à avoir... À l'époque, il fallait 100 parrainages pour être candidat à la présidentielle. Il les obtient et il a fait, je crois, 0,74% des suffrages. C'est-à-dire qu'il a fait moins, si j'ose dire, que ce que j'ai fait moi en 2017 où j'avais fait 0,92, alors qu'il était beaucoup plus connu. Parce qu'il était complètement... invisibilisé. Non, il était connu pour tout ce qu'il avait fait en tant que poujadiste, mais il a été totalement invisibilisé par les médias. Donc, en 1981, sur l'élection présidentielle suivante, où là, je crois qu'on était passé à 500 parrainages, il ne les obtient pas. Donc, il ne peut même pas être candidat en 1981. Un petit peu d'ailleurs comme ce qui m'est arrivé aussi en 2022. Et en revanche, en 1988, là, il va être candidat. Et entre-temps, il va se passer quelque chose de très important, c'est que il va petit à petit se faire un petit peu connaître, mais surtout, après dans la perspective du traité de Maastricht, ce que je vais dire là est connu normalement par tous les historiens. Il se plaint, il écrit à Mitterrand qu'il est totalement invisibilisé par les médias, que ça n'est pas normal. Et Mitterrand, avec Charras, qui était donc Michel Charras, qui était à la fois son confident et ministre du budget, décide de répondre favorablement à la demande. Pour que les gens qui m'écoutent se comprennent un peu, c'est comme si moi j'écrivais à Macron aujourd'hui en disant « je suis totalement invisibilisé » et faites-moi inviter, et Macron disait « bah oui, je vais vous faire inviter ». On y croit peu. Voilà. C'est quand même, ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque part. En 1981, on voit d'ailleurs Jean-Marie Le Pen qui est reçu par Ronald Reagan, président des États-Unis. C'est comme si moi j'étais reçu par Biden ou par Trump. C'est bizarre. En 1984, il y a 2 anecdotes importantes. Tout ça, c'est de l'histoire qui n'est pas connue. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Ce que j'en sous-entends, c'est qu'il a bénéficié de l'aide du gouvernement en place à ce moment-là. Oui. Il a bénéficié de plusieurs aides importantes. Parce qu'on ne devient pas comme ça, si vous voulez. C'est ce que je découvre depuis 18 ans. Si vous n'avez pas de soutien par des forces étrangères ou des forces très puissantes, vous n'arrivez pas à percer le mur des médias. En 1984, il présente une liste aux élections européennes, et sur cette liste, et que les gens qui m'écoutent aillent vérifier si ce que je dis est vrai ou faux, sur cette liste, il y a 2 personnes l'une s'appelle Pierre Sérac, c'est le neveu, je crois, de François Sérac, qui est le patron du CNPF, c'est-à-dire l'équivalent du MEDEF d'aujourd'hui. Bon, il a des liens familiaux, ils sont ce qu'ils sont, mais c'est surtout le représentant en France de la secte Moon, du révérend père Kyung Moon, qui est l'église universelle, je sais pas quoi, sud-coréenne, mais qui est surtout un paravent de la Korean CIA.
laquelle a des liens très étroits avec la CIA américaine. Et il y a toujours en 1984, sur la même liste aux européennes de Jean-Marie Le Pen, il y a un type qui s'appelle Gustave Pordea, P-O-R-D-E-A, qui est connu, répertorié pour être, enfin maintenant par les historiens, pour être un agent double ou triple roumain de la sécurité roumaine, des services français et sans doute aussi de la CIA. Pourquoi sont-ils sur cette liste en 1984? Ils le sont de nouveau en 1989. Parce qu'ils apportent de l'argent, puisqu'à l'époque, on peut apporter de l'argent. Mais ça veut donc dire qu'il y a une connexion. On voit ici un certain nombre d'éléments qui se mettent en place. Jean-Marie Le Pen reçu par Ronald Reagan. Jean-Marie Le Pen avec des gens qui sont de la Korean CIA sur sa liste. Tout ça, évidemment, c'est l'histoire inconnue des Français. Bien sûr, mais donc, monsieur Asselineau, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, finalement, vous tempérez cette contribution que Jean-Marie Le Pen aurait pu apporter. Ce que je dis, c'est qu'il a été catapulté. Et pourquoi il a été catapulté? Parce qu'en 1978, Jacques Chirac, il a un accident d'automobile et il est à Cochin, il lance l'appel de Cochin, que vous connaissez peut-être, c'est resté célèbre. C'est un appel qui est écrit par Pierre Juillet, qui est son conseiller, qui est un vrai gaulliste, et Jacques Chirac fait un appel de Cochin qui dénonce la construction européenne, l'Europe germano-américaine. En 1979, pour les premières élections européennes, Jacques Chirac fait des discours où il dénonce l'Europe mollusque, l'Europe germano-américaine, nous ne le ferons jamais, nous n'accepterons jamais. Ça, c'est 1978-79. Et puis, en 1986, Jacques Chirac va devenir Premier ministre de François Mitterrand après les élections législatives de 86. Et là, Jacques Chirac est devenu européiste. Donc il y a quelque chose qui est extrêmement important pour comprendre la politique française aujourd'hui. C'est qu'est-ce qui s'est passé entre 79, où Jacques Chirac est totalement anti-européen dans la lignée du gaullisme, défendre la souveraineté nationale, et 86, où il est Premier ministre, il accepte l'acte unique européen qui est le prélude du traité de Maastricht, notamment avec la libre circulation des mouvements de capitaux. Moi, j'ai travaillé auprès de Pasqua. Pasqua m'avait dit que Chirac lui avait dit personnellement que dans un entretien en tête-à-tête avec Mitterrand lui avait dit « On ne peut plus être président de la République française si on est contre l'Europe ». Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu un aggiornamento fait par Chirac, et au même moment, en 1983-84, en 83, il y a une élection municipale partielle à Dreux, en Eure-et-Loire, où Jean-Pierre Stirbois, qui est secrétaire général du Front National, qui est un tout petit mouvement, fait 11% des suffrages, ce qui n'est pas... mais qui a droit à toute la presse française. La une du Monde, moi j'étais à l'ENA à l'époque, la une du Monde était consacrée à une élection municipale partielle, donc qui a été extraordinairement médiatisée. C'est là que Mitterrand et Charras décident d'ouvrir les portes des médias à Jean-Marie Le Pen. Et en 1984, c'est son heure de gloire. Il est invité par un journaliste politique très célèbre à l'époque qui s'appelle François-Henri de Virieux dans une émission qui s'appelle L'heure de vérité, qui est en prime time, qui commence à 20h30. Et pendant plus d'une heure, Jean-Marie Le Pen, devant 10 millions de téléspectateurs, est interviewé de façon, comme vous me le faites, c'est-à-dire de façon neutre, voilà, sans être agressé, en lui permettant de développer tous ses arguments. Bon, et le résultat des courses, c'est à partir de ce moment-là que d'un seul coup, le Front National, va devenir un élément incontestable. Et pourquoi ça? Parce que Mitterrand a bien calculé qu'il faut absolument torpiller le gaullisme, la droite française. Donc il y a une complicité objective entre Le Pen, Mitterrand et des services étrangers pour en fait vider le RPR de l'époque de son apparat gaulliste. Et donc ça veut dire qu'à partir des années 80, on va mettre dans la tête des Français que brandir le drapeau bleu, blanc, rouge, que être contre la construction européenne, c'est par transitivité parler comme Le Pen et donc être en faveur des chambres à gaz, si j'ose dire, par un raccourci phénoménal, puisque par ailleurs Jean-Marie Le Pen est le spécialiste des provocations, la fameuse histoire du détail, les chambres à gaz, un détail de l'histoire, etc. Et donc il y a une volonté de diaboliser pas seulement Jean-Marie Le Pen, mais c'est la pensée, une pensée authentiquement souveraine, sur la souveraineté nationale. Et moi, je me rappelle quand j'étais candidat en 2017, quand je suis arrivé dans les plateaux, d'abord, j'étais pas du tout attendu, personne m'avait vu venir, personne ne pensait que j'aurais les 500 parrainages. La première chose qu'on m'a posée comme question, c'était « mais vous parlez comme Le Pen ». C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse le mauvais objet, c'est-à-dire, il n'y a plus de raisonnement possible. À partir du moment où je disais qu'il fallait sortir de l'Union européenne, j'étais comme Le Pen. Alors que le plus extraordinaire d'ailleurs, et là j'offre une caisse de champagne à chacun de vos auditeurs, s'il veut me trouver une profession de foi, pas de ma part, de M. Le Pen,
où il propose de sortir de l'Union européenne et encore moins de l'OTAN. C'était reprenez toutes les professions. Vous les trouvez sur Internet. Les professions de foi aux élections européennes du Front National, depuis 1979, n'a jamais dit qu'il fallait sortir de l'Union européenne. Contrairement à une légende urbaine. Contrairement à une légende urbaine. De toute façon, même sur ce plateau, il y a quelques années maintenant, vous nous aviez dit que vous n'aviez pas d'accointance avec Jean-Marie Le Pen. De toute façon, donc nous, ça nous surprend pas. Donc en fait, ce que vous dites en substance, Monsieur Asselineau, c'est que Jean-Marie Le Pen est un outil politique, est un outil qu'il aurait bénéficié de complaisance politique, médiatique. Est-ce qu'on peut dire qu'il a bénéficié de complaisance judiciaire aussi? Alors, il a quand même été très largement condamné. Il a été condamné 20 fois. Mais enfin, ce qui est vrai, c'est que finalement... Il a réussi à porter sa parole. Voilà. Il était toujours dans les médias. Exactement. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais il avait un charisme extraordinaire. Mais vous savez, le charisme... Moi, donnez-moi le 20h, de 20h30 pendant 1h30 sur TF1 pour parler à la France, vous verrez demain quel score je ferai. Et surtout, si je suis avec des journalistes qui, au lieu de m'accueillir comme j'ai été accueilli en 2017, où on disait, vous êtes complotiste, conspirationniste, voilà, on disait, c'est très intéressant. Donc il a bénéficié de tout ceci. Je l'avais rencontré une fois, Jean-Marie Le Pen. C'était en février 2002. J'avais accompagné, j'étais directeur du cabinet de Charles Pasqua. Et il y avait une émission qui s'appelait, je sais plus comment d'ailleurs, et qui avait été organisée par France 2 avec les moyens candidats pour l'élection présidentielle qui allait arriver. Voilà. Et ils avaient invité cinq candidats. Il y avait Jean-Marie Le Pen, Charles Pasqua, François Bayrou, Noël Mamère pour les écologistes et Nathalie Arthaud, inamovible, pour le lutte ouvrière. Et donc dans cette émission, à l'issue de cette émission, il y avait un buffet. Et par un hasard de circonstances que j'ai raconté hier dans mon direct, je ne vais pas m'étaler ici. En fait, je me suis retrouvé à être dans l'entourage il y avait Jean-Marie Le Pen qui était entouré de 3 collaborateurs à lui, qui étaient Karl Lang, Monsieur Le Rachinel et puis également Bruno Gollnisch. Et je m'étais rendu compte d'ailleurs à quel point ils étaient complètement pestiférés. Enfin, c'était hallucinant. Il y avait d'un côté tous les autres qui étaient dans un coin du buffet, et puis moi j'ai été retrouvé parce qu'on m'avait un peu poussé là-dedans pour se dégager. Enfin, je raconte ça dans mon direct d'hier sur UPR TV, ceux qui s'intéressent peuvent aller le voir. Je m'étais retrouvé. Et il y avait Jean-Marie Le Pen qui était venu, et je lui ai parlé pendant 3-4 minutes. Et il m'a fait rigoler. Et vous savez, il y a Oscar Wilde, qui est un écrivain irlandais, britannique du 19e siècle, qui a laissé une œuvre pleine d'aphorismes, de citations comme ça, assez drôle. Et il a une citation qui est assez drôle, qui dit « Méfiez-vous de votre première impression, c'est la bonne ». Et la première impression que j'ai eue de Jean-Marie Le Pen en direct, si vous voulez, c'est qu'en fait, c'était un type qui était d'abord et avant tout un plaisantant. Quelqu'un qui était drôle, qui était très érudit, qui parlait très bien, mais il avait le regard malicieux. C'était un type qui était là. En fait, comme on dit vulgairement, c'était un déconneur. Voilà. Il était toujours président de la corpo de droit. Et donc, je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais, en fait, envisagé de prendre le pouvoir. Il a même, je crois, en 2002, lors du fameux 21 avril, je crois qu'il a été le premier surpris d'être au 2e tour. Et donc, faut bien comprendre que cette famille Le Pen, en fait, ils occupent une place dans l'échiquier politique français qui est assez terrible, en fait. C'est qu'ils sont le repoussoir et qu'on les utilise pour avoir le phénomène des castors, comme on dit maintenant, c'est-à-dire on fait barrage à la famille Le Pen pour faire élire n'importe qui. Donc, ce qui est à craindre, c'est que, par exemple, en 2027, on nous refasse le même numéro, soit avec Madame Le Pen, soit avec Monsieur Bardella, face à Édouard Philippe. Voilà. Et les Français ne veulent absolument pas d'Édouard Philippe, mais je peux vous assurer que dans un 2e tour où il y aurait Le Pen-Philippe ou Bardella-Philippe, il y aurait, comme d'habitude, pendant 15 jours, c'est d'un seul coup, on ressortirait les dossiers, et puis on dirait, voilà, Madame Le Pen était avec un Waffen-SS, Monsieur Bardella, il a fait une nécrologie formidable pour Jean-Marie Le Pen, ici et ça, et vous verrez qu'il y aura un barrage anti-Le Pen, et les gens se ramasseront Édouard Philippe. Il y a un sentiment plus que naissant maintenant dans la population française, d'acceptation et de corrélation avec les idées et le programme. Alors ça, c'est vrai que ça, c'est nouveau, c'est une autre hypothèse, en effet. C'est que Madame Le Pen a complètement... elle a fait le même chemin qu'a fait le MSI italien, le Movimento Sociale Italiano, qui avait été créé par un authentique fasciste qui était Giorgio Almirante, qui avait été secrétaire d'État de Mussolini. Dans les années 70, et c'est ce mouvement italien qui s'appelait MSI qui avait créé les 3 flammes vert, blanc, rouge. Bon. C'était un ami de Jean-Marie Le Pen. C'était un ancien ministre de Mussolini. Il avait 70 ans, je crois, donc dans les années 70. Et Jean-Marie Le Pen lui a demandé l'autorisation de prendre la flamme tricolore.
Donc c'est comme ça que c'est devenu. Un symbole quand même, un peu néo-païen, un petit peu, bon, voilà, un peu fascisant, disons le mot. Madame Le Pen, elle a effectivement fait un aggiornamento de son truc. Elle a d'ailleurs, comment dirais-je, expulsé Jean-Marie Le Pen, son propre père, de son parti. Voilà, elle a changé le nom du parti, mais elle a fait exactement ce que les successeurs de Giorgio Almirante en Italie avaient fait du MSI, qu'ils ont changé le nom à MSI, ils l'ont appelé Alleanza Nazionale, ce qui veut dire Alliance Nationale, Rassemblement National, en définitive. Et il y a eu, je crois que c'était quelqu'un qui s'appelait Monsieur Fini, d'ailleurs, et qui a fait un aggiornamento. Et ça, c'est une autre hypothèse, en effet, c'est que Madame Le Pen accède au pouvoir, mais alors là, c'est pour faire la même chose, en fait, que ce que fait Bayrou, que ce que fait, etc. C'est-à-dire que maintenant, le Rassemblement National, si vous regardez, il est pour l'Europe, pour l'euro, pour l'OTAN. Il s'est aligné sur le narratif américain au sujet de l'Ukraine. J'ai vu un discours de circonstance, et peut-être que ce sera probablement revu. Alors, Monsieur Bardella... Alors, écoutez... Je crois que c'était même... Je me demande si c'était pas sur Téléfinance que je l'avais dit, je crois. J'avais, au deuxième tour de 2022, j'avais dit que, personnellement, j'appelais à voter pour Madame Le Pen contre Macron. Exactement. Donc, d'ailleurs, je vous remercie. Cette interview est extrêmement passionnante parce que je l'ai regardée pour préparer celle-ci et j'ai remarqué que certaines de vos prévisions se sont révélées exactes. Mais oui, parce que ce que je dis, c'est pour ça que d'ailleurs nous avons un grand succès sur Internet. C'est parce que ce que je dis depuis 18 ans se révèle exact. C'est à ça qu'on mesure qu'une pensée est juste. Donc en 2020, je ne suis pas borné. En 2022, si vous voulez, entre Madame Le Pen et Monsieur Macron, je préférais Madame Le Pen. Et j'aurais toujours préféré Madame Le Pen. Parce que là... faire barrage à l'extrême droite, et l'extrême droite, c'était Macron. Oui, je le pense. Mais néanmoins, si vous voulez, si dans un débat face à Édouard Philippe, je crains beaucoup que les Français, on ne leur refasse le coup du barrage. Mais même, moi, j'appellerais dans ce cas-là, d'ailleurs, de nouveau à voter pour Madame Le Pen contre Édouard Philippe, si c'était le cas, si c'était cette configuration. Mais j'espère que la configuration sera différente, et notamment, j'espère que je serai candidat et que je ferai un autre score qu'en 2017. Vous allez être candidat pour on va tout faire. Bien sûr, on va tout faire pour. Mais ce que je veux vraiment dire ici, c'est que tant que les Français n'auront pas compris un point fondamental, c'est que tous les candidats qui leur sont présentés sur les grands médias sont des candidats qui servent le système oligarchique. Voilà. Et que Madame Le Pen, Monsieur Bardella servent le système oligarchique. On l'a bien compris avec votre démonstration de la présence de Jean-Marie Le Pen sur l'aisance, la présence de Jean-Marie Le Pen sur la sphère politique française dans les années 70-80. On va rester sur l'actualité internationale. L'actualité internationale, c'est l'arrivée imminente de Donald Trump à la Maison-Blanche, passation de pouvoir le 20 janvier prochain. On en mesure déjà les effets, et notamment les effets politiques. Justin Trudeau a annoncé sa démission effective le 28 janvier prochain, je crois. Est-ce que par un effet de domino, on peut supposer que Emmanuel Macron se retrouve dans une situation dans laquelle ils doivent annoncer sa démission ou qu'ils subissent cette destitution? Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. On va traiter ça, si vous voulez, un peu pas à pas. Effectivement, l'arrivée de Trump avec son ombre porté, qui est Elon Musk, qui le colle d'ailleurs. Il y a quelque chose de pas très sain, d'ailleurs, je trouve, dans cette espèce de duo, d'hierarchie qu'on a, avec des gens qui, à mon avis... moi, c'est comme pour Le Pen, Macron. Moi, j'avais appelé à voter Le Pen contre Macron. C'est pas pour autant que j'étais pas favorable à Madame Le Pen, mais il faut choisir le moindre mal. Lors des élections présidentielles américaines, je me suis réjoui de l'élection de Trump par rapport à Kamala Harris, parce que Kamala Harris, c'est une sotte, c'était une marionnette dans la main du néoconservateur américain, de l'État profond et d'Obama. D'ailleurs, les Américains disaient on ne veut pas d'un 4e mandat Obama, parce qu'il avait fait 2 mandats en tant qu'Obama. 2 mandats Biden, tout le monde sait que Biden était sénile et que c'était Obama qui tirait les ficelles, et donc là, les Américains disaient on ne veut pas un 4e mandat Obama. Notez d'ailleurs qu'Obama a disparu, là. On ne sait plus où il est passé. Et donc, je pensais que c'était très important, parce qu'elle nous aurait emmenés dans une guerre frontale avec la Russie, peut-être même une 3e guerre mondiale, éventuellement avec des dérapages nucléaires. Donc, je pense que c'est une bénédiction qu'elle ait été battue et que ce soit Trump, parce que je crédite Trump
de vouloir mettre rapidement un terme à la guerre. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des négociations au bord du lac Léman actuellement pour arriver, où il est déjà question des concessions territoriales de l'Ukraine, ce que Macron a d'ailleurs balancé devant les ambassadeurs. On en reparlera tout à l'heure. Bon. Mais quand je dis ça, ça ne fait pas de moi un suppôt extraordinaire de Trump. Et ce que je crains, c'est que Trump et Elon Musk ne soient victimes de cette espèce de fatum, la fatalité que connaissaient qu'on connaissait sous l'Antiquité. Les Grecs anciens avaient théorisé ça avec la succession de Hubris et Némésis, c'est-à-dire deux espèces de divinités. Hubris, c'était quelqu'un qui réussissait tout et qui finissait par avoir la grosse tête. Et à partir du moment où quelqu'un perdait pied face au réel, arrivait Némésis, c'est-à-dire la vengeance, et là, d'un seul coup, il chutait. Les Romains disaient que la roche tarpéienne est proche du Capitole, c'était le Capitole, c'était le pouvoir, la roche tarpéienne, c'était le suicide. Et l'histoire d'Alexandre le Grand, l'histoire de Napoléon Ier, l'histoire d'Adolf Hitler, tout ça, ce sont des gens qui, d'un seul coup, ont perdu pied par rapport aux immenses succès qu'ils ont réussis. J'espère que c'est pas le cas. J'espère que c'est pas le cas. Mais je trouve que les déclarations qui se succèdent maintenant depuis 3 semaines sont quand même un petit peu préoccupants, parce que on a l'impression de gens qui sont en train d'avoir une espèce c'est même plus un melon, c'est d'être des rois du monde. Enfin, Elon Musk, on a l'impression qu'il est en train de s'ériger comme étant celui qui va décider des dirigeants européens. Ce qui d'ailleurs était le cas. Mais là, au moins, ça a le mérite, il l'a dit publiquement. C'est quand même un peu fort de café. Est-ce que c'est pas la bonne adéquation entre pouvoir et puissance, finalement, Elon Musk et Trump ? Écoutez, nous allons voir. J'espère que c'est qu'on va voir. Il y a une chose qui est certaine, c'est que je pense que on est en train d'assister au début d'un bouleversement historique absolument considérable. Vous savez, géopolitique, comme il y en a à peu près 2 ou 3 par siècle. Voilà. Il y a eu, par exemple, si on remonte sur les 250 dernières années, il y a eu la Révolution de l'Empire en France, qui ont eu un impact colossal sur le monde, et notamment sur l'ensemble de la configuration de l'Europe, y compris avec l'ombre portée par la France, le code civil qui s'est exporté partout. Voilà, ça a été premièrement. Deuxièmement, après c'est 1848, c'est la révolution, la chute de Louis-Philippe, ça a eu un impact considérable en Europe. Ça a été ce qu'on a appelé le réveil des nationalités contre les empires. Il y avait Nicolas Ier, le tsar, l'autocrate russe, qui n'était pas un plaisantin, qui a dû intervenir sérieusement, notamment en Pologne, pour empêcher que ce vent de liberté de la venue de France ne se propage. Après ça, troisièmement, on peut dire qu'il y a eu... Allez, passons directement, je fais l'impasse sur 1870 et sur la Commune, même si ça a eu quand même de l'impact. Mais après, c'est 1918, avec une reconfiguration de l'Europe complète, avec la fin des empires. C'est l'effondrement des grands empires centraux. Fin de l'Empire bismarckien, fin de l'Empire austro-hongrois, fin de l'Empire ottoman. Et puis après ça, on a 1945, avec la reconfiguration après Yalta, Téhéran, Yalta et Potsdam, donc avec le conflit Est-Ouest, les deux grands blocs. Et puis après ça, on passe à 1989, 91, 93, c'est-à-dire l'effondrement du camp socialiste. Et maintenant, je pense qu'on passe à 2025. C'est à peu près tous les 25-30 ans. C'est-à-dire que là, ce à quoi on va assister, à mon avis, c'est l'effondrement de l'empire woke, c'est-à-dire de la pensée woke, LGBT, etc. Tout ça est en train de s'effondrer. Mais plus que ça, c'est également... Trump, il est en train de penser l'impensable. Il est en train, si vous voulez, dans la mesure où la guerre en Ukraine va se traduire par une reconfiguration des frontières. Or, je rappelle que depuis l'acte unique de 1975, l'acte d'Helsinki, de 1975, qui avait scellé la détente, il était précisé que les frontières en Europe étaient devenues intangibles. Or là, à l'évidence, la Crimée et le Donbass vont être redonnés officiellement par l'ensemble du monde à la Russie. Bon. Au même moment, vous avez au Moyen-Orient le dépeçage de la Syrie qui est en cours, avec Israël qui prend le sud, la Turquie qui prend le nord, les États-Unis qui se sont installés au nord-est, etc. Et je pense que quelqu'un comme Trump se dit, finalement, puisque tout le monde se sert, pourquoi je ne ferais pas pareil ? Et donc, il est en train de profiter de toute sa puissance pour essayer de penser l'impensable, c'est-à-dire éventuellement d'élargir les États-Unis au Canada, au Groenland, etc. Enfin, en tout cas, il le dit. Alors, il y a des gens qui disent, c'est des plaisanteries.
non. Quand on est président... Je me permets, certains disent que c'est beaucoup une façon de négocier, puisque vous savez que la politique économique de Donald Trump, le fer de lance de son programme, c'est les taxes douanières. Et donc, en fait, il les a annoncées en nette augmentation. Mais donc, en fait, l'idée, c'est de la négociation. Beaucoup, c'est de la négociation actuellement. Oui, c'est sans doute de la négociation. Mais ça redéfinit effectivement un modèle politique et économique. Je rappelle, c'est un point fondamental. Il faut toujours revenir sur l'histoire. En France, la Révolution française, en 1789, elle commence sur les questions de liberté et d'égalité devant l'impôt. Hein. Et donc, le tiers-État en a assez de voir les aristocrates et le haut clergé ne pas payer d'impôts alors que c'est les plus riches. Et puis, ils veulent avoir le droit de chasse. Donc, c'est l'égalité des citoyens. C'est fondamental. La Révolution américaine, qui a commencé avec la Boston Tea Party, le parti de thé de Boston en 1783, c'est pas du tout la même chose. La déclaration d'indépendance américaine du 4 juillet 76 avec le droit au bonheur, c'est pas du tout l'égalité. Il y a des centaines de milliers d'esclaves qui... L'exacerbation de la notion de propriété. Et puis la partie de Boston, c'est une révolte contre les droits de douane imposés par le Royaume-Uni. Donc la révolution américaine a commencé sur un problème de droits de douane, la révolution française sur un problème d'égalité. C'est très très différent. Et tout tourne autour de la question des droits de douane, effectivement, de ce genre de choses. Donc effectivement, je pense que Trump, en tapant du poing sur la table, il va certainement essayer d'obtenir des concessions, mais... Vous avez vu cette déclaration? Il dit qu'il veut changer le nom de Golfe du Mexique en Golfe d'Amérique. Oui, j'ai vu ça. C'est plus des questions de droit de douane. Non. Là, on est quand même face vraiment à une pensée impériale. C'est vraiment important ce que Est-ce que c'est du bluff? C'est pas du bluff? Est-ce que c'est pas juste annoncer quelque chose pour... Et il a négocié quoi? Amener, je sais pas, pour proposer, pour finalement avoir les mains plus libres pour négocier quelque chose sur lequel il aurait... Ouais, j'espère, mais je me méfie un petit peu. Si vous voulez... il a dit aussi qu'il fallait préserver les baleines, hein, ce qui est quand même totalement nouveau. Oui, et puis on a aussi, si vous voulez, l'arrière-plan, c'est qu'il a été déjà président pendant 4 ans, et que pendant ces 4 ans, il a été en fait un président pacifiste. Il a été le seul président depuis des lustres, peut-être depuis 150 ans, à ne pas déclencher de conflit, même à en arrêter un. Ouais, bon. C'est ça, exactement. Donc il y a le Trump côté cou et le Trump côté jardin. Mais je vais vous dire quelque chose d'horrible. Normalement, un chef d'État, c'est quelqu'un qui voit loin, qui doit imaginer l'impensable. Nous, on est dirigé par des branquignoles, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, etc., par des gens qui réagissent comme ça au moindre média. Mais regardez ce qui s'est passé si vous prenez le recul du temps sur l'affaire ukrainienne. Tous les pays d'Europe se sont complètement désarmés. Ils ont tout fourgué au régime Zelensky. À commencer par les Danois, d'ailleurs, qui ont envoyé leurs 26 F-15. Voilà. Ils n'ont plus d'armée, les Danois. C'est eux qui sont censés protéger le Groenland. C'est vrai. Ben oui. C'est-à-dire que les Américains ont dit aux Européens, allez-y, les gars, allez, envoyez tout votre matos. Maintenant, comme ça, nous, on peut envoyer... Envoyez tout votre matos, dépensez tout votre argent. Nous, on casse Nord Stream 2. Vous n'avez plus d'énergie. Donc, excusez-moi, mais les Européens sont, je vais être vulgaire, mais à poil. Il n'y a personne ce sont des branquignoles. Les États-Unis mettent à poil les Européens depuis de nombreuses Oui, mais là, années, ça prend des proportions énormes. C'est-à-dire que il ne faut pas exclure que Trump et Musk inscrivent leur action, l'administration Trump, ne s'inscrit pas toujours. Elle va s'inscrire en contrepoint de l'administration Biden et des hauts conservateurs sur un certain de sujets, notamment pour arrêter la guerre en Ukraine, mais pas surtout. Et je pense qu'ils sont tout à fait en mesure, parce que ce sont des cyniques, les Américains, ce sont des gens qui voient d'abord et avant tout leur profit. Trump, c'est pas un ami. Trump, c'est quelqu'un, Trump et Musk, qui veulent America d'abord. C'est ça le truc. Ils veulent refaire des États-Unis la grande force du monde, et donc ils n'ont que mépris pour l'Europe. D'ailleurs, l'Europe est devenue un continent paillasson, en fait. L'Afrique, le Moyen-Orient, la Chine, l'Argentine, tout le monde considère que l'Europe, c'est un paillasson sur lequel on peut s'essuyer parce qu'on est dirigé par des imbéciles qui n'ont aucune pensée stratégique, qui sont incapables de penser l'impensable. Mais pourquoi c'est l'Europe qui empêche de penser l'impensable? Parce qu'on a sélectionné, quand écoutez, monsieur...
je connais quand même un petit peu Macron. Bon, Macron, si vous voulez, c'était quand même pas très. Il fallait pas être il fallait pas être un génie pour découvrir que ce type était à moitié siphonné. On va rappeler, il y a la vidéo du psychiatre italien qui a été vue par des millions de personnes, qui, avant l'élection de 2017, a décrit exactement le cas pathologique qui était Macron. Et il avait parfaitement raison. Et puis, Macron, je le connaissais à l'inspection des finances, il n'avait pas bonne presse. C'est quand même quelqu'un qui était un baratineur, fondamentalement. C'est quelqu'un c'est un vendeur qu'on trouverait au souk de Tunis. C'est quelqu'un qui vous baratine, mais qui n'a aucune constance et qui n'a aucune vision, et puis qui de toute façon est beaucoup trop jeune pour être président de français. Donc en fait, il tombe dans tous les panneaux. Et je suis désolé, on a quelqu'un qui n'a pas réfléchi, ou pire encore, qui a été placé là pour justement détruire notre pays, parce que le bilan de Macron, il n'y a pas un seul secteur où ça ne soit pas un désastre consommé. Voilà. Et donc, et c'est pareil pour Scholz, c'est-à-dire qu'on est dirigé en Europe par des gens qui sont catapultés par les médias, qu'on vienne pas me dire oui, mais Macron, il avait un charisme. Non, pas du tout. Il a été présenté, excusez-moi du peu, comme le Mozart de la finance. Comme Jupiter. Bon, moi j'étais présenté comme étant complotiste, conspirationniste, etc. Et j'ai eu droit à 0,8% du temps de parole, quand lui a eu droit à 25% du temps de parole, avec tous les médias qui chantaient ses louanges. Donc c'est comme ça qu'on a catapulté des gens, et qui sont d'ailleurs souvent des gens comme Trudeau. D'ailleurs, vous parliez de Trudeau, je rebondis sur votre question, qui étaient souvent soit des young leaders de la French American Foundation, ou des fils d'eux, comme pour Jean-Noël Barrot notamment, qui est les deux à la fois d'ailleurs, ou alors des Young Global Leaders. C'est sélectionné par Davos. Bon, et je pense, pour aller dans votre sens, qu'on est en train peut-être de passer, c'est un peu la fin des Young Global Leaders. On passe des Young Global Leaders aux Young Global Losers, c'est-à-dire ils sont en train de tout perdre. Parce que regardez, en France, c'est qui les Young Global Leaders choisis par Davos? Macron, Gabriel Attal, Madame Schiappa. Tous ces gens sont tombés. Il y a Justin Trudeau au Canada. Vous avez Madame Annalena Baerbock, vous savez, la ministre des Affaires étrangères allemande, qui est une imbécile, mais c'est quelque chose de phénoménal. Elle est aussi cruche que Jean-Noël Barrot. Et tout ceci, Jean-Noël Barrot, lui, c'est Young Leader de la French American Foundation. Elle, c'est Young Global Leader. Toute cette espèce, j'ai consacré sur UPR TV il y a peut-être un an, j'avais fait une vidéo spécialement sur cette épidémie de blanc-bec qu'on a en Europe, avec des chefs qui ont 30 ans, 35 ans, comme si c'était le fin du fin. Alors que regardez les grands pays de ce monde, avec des gens qui marquent l'histoire de leur pays. Poutine qui a 71 ans, Xi Jinping 71 ans, Narendra Modi 80 ans, Trump 78 ans, etc. Donc je ne fais pas un élan. On va me dire, il n'y a pas Biden. Oui, il peut y avoir parmi les septuagénaires des gens qui sont un peu fatigués. Mais on a dans le monde, les dirigeants du monde, ceux qui, on pourrait prendre Erdogan, etc., ce sont des gens qui ont passé la soixantaine, qui ont de l'expérience. Et nous, dans l'Europe, on a un continent où on nous a balancé des trucs du style, si t'es pas Premier ministre à 25 ans et président de la République à 35, c'est que t'as raté ta vie, quoi. C'est un peu ça. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après, par effet domino, après la démission de Justin Trudeau, on peut s'attendre à la démission de Macron, ce serait la suite. À mon avis, Macron fera tout pour ne pas démissionner. Je rappelle qu'en 2018, vous avez publié autour de la destitution d'Emmanuel Macron. J'ai été le premier à demander dès décembre 2018, donc un an et demi après son élection, j'ai été le premier à publier sur notre site, il y a d'ailleurs toujours un dossier épais comme ça, sur tous les motifs de destitution, en vertu de l'article 68 de la Constitution. Pendant des années, ça n'existait pas, etc. Il y avait des gens chez nous qui venaient, enfin on est très suivi sur Internet, donc il y avait des gens qui disaient, des gens de LFI, qui disaient mais non, on peut pas lancer la destitution parce que ça ne marchera pas, c'est pas possible. Alors je leur disais mais attendez, ça vous empêche pas de déposer des motions de censure ou de faire des projets d'amendement qui ne sont jamais votés. Bon, mais c'est le principe même d'une opposition. Parce que s'il y avait la décision qui avait été lancée dès 2018, ça aurait quand même cassé un petit peu la frénésie de destruction de Macron. Et puis d'un seul coup, vous avez vu il y a quelques mois, LFI s'est emparé de mon dossier. Enfin, c'est du moins a repris, évidemment sans jamais me citer bien sûr, mais d'un seul coup ils ont dit voilà, il faut lancer la destitution. Et là, on a assisté à quoi? Ça a quand même un petit peu tangué, mais vous avez Madame Le Pen qui est venue au secours de Macron. Madame Le Pen, le Rassemblement national, ils ont voté la censure de Barnier,
ce que je trouve normal et justifié. J'espère qu'ils vont voter la censure de Bayrou. Mais Madame Le Pen, au moment où on devait, vous savez, la procédure de destitution est d'une complexité inouïe. Elle a été inventée par Sarkozy, d'ailleurs. Ça n'était pas dans la version originelle de la Constitution de 58. La Constitution de 58 parlait de haute trahison. Sarkozy a fait supprimer le crime de haute trahison du président de la République. Bizarre, hein, d'avoir cette idée. Je trouve ça un peu bizarre. Bon, enfin bref. Et il l'a fait remplacer par cette espèce de procédure d'impeachment à la française, de destitution, mais qui est très compliquée, qui est quasiment impossible. Voilà, qui est fait pour ne pas... C'est d'ailleurs la Constitution... il est plus difficile en France de destituer un président que de changer la Constitution elle-même. Parce que la Constitution, il suffit de réunir les sénateurs et les députés. 3/5, c'est terminé. Bon. Donc ça va pas du tout. Ce système ne va pas. Mais néanmoins, il y a une procédure. Et la procédure avait été lancée. Puis il suffit d'avoir 58 députés. Donc c'est le LFI qui l'avait fait avec le NFP. Et après, il y avait une procédure. C'était un débat public de mise en accusation du président. Et c'est là que le Rassemblement national a voté contre, a sauvé Macron. Parce que sinon, on aurait eu droit... On n'est pas passé loin de la destitution. Ah, pas de la destitution, mais en tout cas, on n'est pas passé loin d'un point fondamental. Imaginez, ça aurait été la première fois dans l'histoire, qu'il y ait un débat public à l'Assemblée nationale sur la nécessité de destituer le président de la République du fait de toutes ces violations de la Constitution. Ça aurait été... Vous imaginez ? C'est-à-dire que les télévisions françaises, même BFM, même TF1, etc., auraient bien été obligés d'en parler devant les Français. Ils auraient bien été obligés de lister tous les griefs, le nombre d'articles de la Constitution que Macron a piétinés, comme l'article 38, par exemple, 35, qui fait obligation d'avoir un débat et un vote sur la poursuite d'opérations militaires comme en Ukraine. Il n'y a jamais eu. Donc, c'est un exemple parmi 50 autres. Il y aurait eu cette mise en accusation. Les télés mondiales. Surtout. Donc vous auriez eu, si vous voulez, on est passé tout. Et qui a sauvé Macron ? Madame Marine Le Pen, le Rassemblement national. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut, je reviens à notre conversation tout à l'heure, le Front national, le RN, a toujours joué un rôle extrêmement ambigu, il continue de l'avoir d'ailleurs, sur ces questions. Alors, j'espère qu'il va y avoir un lancement d'une nouvelle destitution, et j'espère que là, il va y avoir Madame Le Pen qui va le faire, mais c'est pas sûr. Quant à Macron, si vous voulez, la différence de Trudeau, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes institutions. Trudeau, c'est un Premier ministre d'un pays qui est régi par des règles comme le Royaume-Uni, si vous voulez. Vous savez qu'au Royaume-Uni, le Premier ministre, c'est le chef du parti qui a le plus de députés. Et il suffit d'une espèce de révolution de palais à l'intérieur du parti pour faire chuter le Premier ministre et en changer sans élection. C'est ce qui s'était passé à la fin de Margaret Thatcher, par exemple. Elle était la chef du Parti conservateur. Elle était très anti-européenne. Et il y a eu le congrès de Brighton. Et là, elle s'est fait putcher elle a été remplacée par John Major dans la perspective du traité de Maastricht de 92, parce que Margaret Thatcher n'aurait jamais accepté. Voilà. Et John Major était en fait un agent qui a été poussé pour la remplacer. Vous savez où est John Major aujourd'hui, l'ancien Premier ministre? Eh bien, il coule une retraite heureuse au fonds Carlyle, le fonds d'investissement Carlyle, en Californie, et ce fonds qui gère la fortune d'une part de la famille Bush du Texas, qui compte quand même 2 présidents des États-Unis à son actif, George H. et George W., et également qui gère les fonds de la famille saoudienne richissime Ben Laden. D'accord. Voilà, vous savez ça. Et vous savez aussi que parmi les directeurs du fonds Carlyle, il y a un monsieur qui s'appelle Olivier Sarkozy. Ok. Qui est le demi-frère de Nicolas. Voilà. C'est un petit monde, tout ça. C'est un petit monde, tout ça. Si on reste sur le sujet Emmanuel Macron, revenons un petit peu, j'aimerais vous entendre sur sa conférence de presse qu'il a donnée aux ambassadeurs à l'Élysée, au cours de laquelle il a critiqué certains pays africains vis-à-vis des opérations militaires françaises menées au Sahel par la France. Il leur a dit qu'ils avaient oublié de leur dire merci. Tollé général du côté des dirigeants africains. Est-ce que c'est un signe supplémentaire qu'Emmanuel Macron vit dans un autre monde? Oui, enfin, il est complètement désinhibé, en fait, ce type. Il est complètement désinhibé. Non, mais c'est vrai, il doit se faire des rails de corps. Enfin, tout le monde est au courant. J'ai dit, d'ailleurs, personne ne l'a repris, mais il va falloir quand même un jour le mettre. Je pense qu'il faudrait que le président de la République et les ministres soient comme les commandants de bord, les pilotes d'avion, qu'il y ait de temps en temps, de façon à improviser, à l'improviste, qu'on leur fasse des prises de sang pour voir ce qu'ils ont dans le corps. Vous pensez à ce point-là? Vous êtes sérieux? Mais écoutez, quand vous montez dans un avion, vous êtes quand même content de ça. Enfin, vous espérez quand même que le commandant de bord et le copilote sont pas ivres-morts. Sont dans leur état le plus normal. Ils ne sont pas drogués.
Il y a déjà eu des cas comme ça. Regardez, le type qui a la Germanwings, c'était un cas psychiatrique. Ouais. Donc, ça veut dire que normalement, il y a un suivi maintenant dans toutes les compagnies aériennes. C'est-à-dire quelqu'un, les pilotes et les commandants de bord, à l'improviste, mais très régulièrement, on leur fait un test d'éthylique et on voit s'ils n'ont pas des substances. Est-ce qu'on ne peut pas juste supposer qu'il a, je dirais vulgairement, lâché l'affaire? Non, mais attendez, c'est pas uniquement là. C'est-à-dire que normalement, là, il ne s'agit pas de diriger un Airbus à 320. Là, il s'agit de diriger la France avec la bombe nucléaire. Non plus. Et l'expérience, malheureusement, qu'on a, c'est que malheureusement, on a en France une tradition, enfin, c'est heureusement et malheureusement, c'est les deux à la fois. C'est dans nos gènes, comme on dit maintenant. La France est un pays extrêmement monarchique. Macron se permet des choses que dans aucune démocratie au monde n'aurait été tolérées. Ça fait belle lurette. Regardez, les Sud-Coréens, ils ont destitué 2 présidents en 15 jours. Les Sud-Coréens. Donc nous, et regardez ce qui se passe par exemple dans les pays scandinaves. Vous avez une ministre qui a dit démissionner en Suède parce qu'elle avait acheté avec la carte du ministère, elle avait acheté une barre chocolatée. Donc si vous voulez, on a affaire... Nous, on n'est pas du tout un pays démocratique, la France. On est un pays, en fait, qui est resté profondément monarchique. Et il y a donc une espèce de terreur sacrée. Mais une terreur sacrée lorsque c'est De Gaulle, d'accord, mais lorsque c'est quelqu'un comme Macron, ça va pas du tout. Monarchique ou corrompu? Non, monarchique, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que il peut être corrompu, mais De Gaulle n'était pas corrompu. De Gaulle, c'était quelqu'un qui avait la France au cœur. La France politique d'aujourd'hui, du XXIe siècle. Non, mais regardez quelqu'un comme Barnier. Moi, j'avais espéré que quand Barnier était arrivé, j'avais dit que c'était le moins mauvais choix. Je maintiens, parce que Bayrou, c'est bien pire. Bon, non, mais Bayrou, ça va pas du tout. Mais Barnier, lorsqu'il est arrivé, j'espérais qu'il mettrait en œuvre ce qu'il avait dit qu'il ferait lors de la candidature pour avoir l'investiture des Républicains pour l'élection présidentielle de 2022. Il avait mis les pieds dans le plat en disant qu'il fallait ne plus respecter certains articles des traités si on voulait régler les problèmes de l'immigration. Ça lui avait valu un tir de barrage énorme. Le journal Libération avait dit Barnier : l'Élysée vaut bien un Frexit. Enfin, il avait été asselinisé, si j'ose dire. C'est-à-dire, d'un seul coup, tout le monde lui était tombé dessus. Vous voulez le Frexit, nanana. Voilà. Le résultat, il n'a pas eu d'ailleurs l'investiture. Donc moi, je m'étais dit, voilà, espérons, puisqu'il est Premier ministre, qu'il va mettre en œuvre. Bon. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Donc, ça veut dire quoi? Non seulement il l'a pas fait, mais en plus de ça, il a nommé des ministres. C'est pas possible que ce soit lui qui les ait choisis. Jean-Noël Barrot, j'en parlais, Young Leader de la French American Foundation, qui est enfin, je sais pas si vous avez des amis au Quai d'Orsay, mais de la cave au grenier au Quai d'Orsay, personne ne peut blairer ce type-là. Stéphane Séjourné, son prédécesseur, était quelqu'un qui était très incompétent, mais qui était gentil. Tandis que lui, il est totalement incompétent, mais en plus il est méchant. C'est un sale type. Et qui ne refuse de regarder les dossiers, qui prend comme ça des décisions à l'emporte-pièce. Il est allé au Tchad. Là, il y a un mois, il a été reçu par le président tchadien et il a dit en substance au président tchadien qu'il allait y avoir des élections législatives au Tchad. Il faut reporter vos élections et vous devez avoir des listes beaucoup plus inclusives. Sous-entendu, plus de femmes, plus de transgenres. Vous imaginez de dire ça à un pays souverain? Des transgenres en Afrique? Résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Président du Tchad, il était à peine reparti pour Paris. Il a décidé, on vire tous les Français. Voilà. Mais on est face à ça. On est face à des gens qui sont... C'est une non-compréhension de la réalité, des cultures. Ils sont stupides. Et donc je pense que Macron, c'est la même chose. Son discours devant les ambassadeurs, c'est absolument ahurissant. Il a dit des choses qu'on ne devrait jamais dire, même si on les pense. Mais en plus de ça, il a menti effrontément. Parce que comme c'est quelqu'un qui n'admet pas, il n'admet jamais ses erreurs. Jamais. Jamais. Même quand on a dit, tiens, il a fait son mea culpa mais pas du tout. Sur la dissolution, il n'a pas du tout. Il a dit, est-ce que les Français vont être capables de me pardonner? C'était encore reporter la faute sur les autres. Il a dit, par exemple, que la dissolution avait plus aggravé les problèmes qu'il n'en avait résolus. Il a dit, j'emporte ma part de responsabilité. J'emporte ma part, mais c'est qui d'autre? C'est lui qui a tout décidé. Même le Premier ministre Attal n'était pas au courant. Donc c'était lui. Normalement, il aurait été un chef d'État. Il aurait dû dire, c'est moi, le seul et unique responsable qui ait décidé ça, sans en parler même au Premier ministre.
Je considère donc que j'ai failli, je présente ma démission. Mais ça serait De Gaulle, c'est pas Macron. Donc Macron, il va tout faire pour s'agripper au pouvoir, parce que d'ailleurs, il sait que dès qu'il sera plus président de la République, il va y avoir des actions judiciaires qui vont lui tomber dessus. Si on reste sur la scène politique française, on voit, on lit tous les jours que François Bayrou, nouveau Premier ministre, négocie beaucoup avec le Parti socialiste. Il y a des négociations qui sont âpres. Est-ce que l'on peut supposer qu'il a tiré les leçons de la censure du gouvernement Barnier et que finalement, il s'offre un petit peu une place au soleil pour ces prochains mois? Du coup, en gros, en substance, est-ce que la censure du gouvernement Bayrou est inévitable? Ah bah, je me demandais de lire dans le Mar du Café. Moi, à mon avis, d'abord, Bayrou, c'est un homme qui est fatigué. Il a le même âge que Barnier, mais il n'a pas la même alacrité. Et Barnier, c'est quand même un type qui était dans la force de l'âge, etc. Bayrou, c'est quand même quelqu'un qui hante les palais nationaux depuis 45 ans, qui a bouffé à tous les râteliers. Enfin, excusez-moi d'être... mais c'est ce que dit tout le peuple français. C'est quelqu'un qui n'a été ministre que 2 fois. Mais essentiellement ministre de l'Éducation à la fin de Mitterrand et au début de Chirac. Il a été pendant 4 ans ministre de l'Éducation. Son bilan est absolument calamiteux d'ailleurs. Et la deuxième fois, il était garde des Sceaux. Ça a duré 1 mois, puisqu'après, il a été mis en examen sur l'affaire des attachés parlementaires européens. Alors, il est sûr que, en fait, l'assurance peut-être vie de Bayrou, c'est peut-être les affaires de Madame Le Pen. Voilà. C'est-à-dire que Darmanin à la justice a dit que c'était pas normal que Mme Le Pen soit inéligible, etc. Et pour cause, puisque c'est le théorème que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'ils espèrent que Mme Le Pen sera au 2e tour en 2027, puisque je rappelle que même en 2022, comment dirais-je, Macron a écrasé Mme Le Pen quand même, hein, même en 2022. Donc ils espèrent sans doute ça, donc il faut qu'il la rende éligible. Alors Mme Le Pen, elle est peut-être là justement en essayant de peut-être pas censurer Bayrou. Les socialistes, Bayrou, il négocie avec une partie des socialistes, mais enfin, si j'ai bien compris, le Parti socialiste et la nébuleuse NFP a refusé de participer à son gouvernement. Donc moi, je vois que... Je ne vois pas. Personnellement, je pense qu'il devrait chuter assez vite. Déjà, d'abord, je pense que le Rassemblement national devrait censurer Bayrou pour toute une série de raisons. Les propos... la destruction de l'influence de la France à l'étranger, c'est là, ce que vient encore, ces déclarations de Macron sont hallucinantes. Hallucinant. Lorsque j'entends monsieur Jean-Noël Barrot, qui décidément n'en manque pas une, qui vient de dire hier qu'il fallait interdire le réseau Twitter en France, au nom de la liberté d'expression certainement, mais tous les démocrates devraient, la première chose, c'est de censurer un gouvernement pareil. Jean-Noël Barrot, c'est un agent de l'étranger. C'est un young leader de la French American Foundation. Et il est flanqué de Benjamin Haddad, qui est ministre des Affaires européennes, et qui, lui, a été directeur Europe de l'Atlantic Council, qui est financé par la CIA. Enfin, allez regarder, que les gens aillent se renseigner. On a pour gérer les affaires étrangères et les affaires européennes en France, on a des gens qui sont en fait dans la main de l'étranger. Donc tout ça, normalement, devrait justifier une censure, de la même façon que la nomination de Valls et de Borne sont des véritables provocations à l'égard des Français. C'est à se demander même si c'est pas Macron qui aurait imposé ça à Bayrou. J'arrive pas à croire que Bayrou ait eu l'idée démente de redonner vie à Manuel Valls, que tout le monde avait oublié, qui ne représente plus rien, si ce n'est qu'une détestation générale, et le nommer ministre d'État. Enfin, vous parlez de la composition du gouvernement Barnier, mais celle du gouvernement Bayrou est un peu plus surprenante. Oui, elle est encore pire. Elle est encore pire. Barnier, je comprends pas. Il avait nommé comme ministre des Finances, il avait nommé des poids plumes, il avait nommé des gens qui n'existaient pas. Bon, d'ailleurs, tout le monde a oublié même déjà comment il s'appelle, Armand, c'est ça, le ministre des Finances, qui était quasiment chef de bureau, qui est reparti, enfin comme député. Bon, mais la composition Bayrou, du coup, le gouvernement Bayrou est incroyable. Manuel Valls et Madame Borne, je pense. Tout le monde a son avis, les auditeurs ici peuvent... Je pense que c'était vraiment parmi les 2 personnalités politiques les plus haïes des Français.
Les deux. Madame Borne, pour avoir été... D'abord, elle est Madame 49.3, elle a fait 23-49 ans. En plus, c'est une femme absolument odieuse. On l'a vu d'ailleurs à Mayotte, mais elle avait cette réputation. Hein. Dans les bruits de couloir, il y a des ministres qui ont la réputation d'être plutôt sympathiques, etc., comme Séjourné. D'autres qui ont la réputation d'être absolument odieux avec tout le monde. C'est le cas de Jean-Noël Barrot ou Madame Borne, qui était vraiment... Et Madame Borne, elle était odieuse avec tout le monde. Elle a fait... Vous avez vu au moment où il y a eu une polémique sur les avantages en nature des anciens premiers ministres, elle a une voiture de fonction, des gardes du camp, etc. Au moment où tout le monde doit serrer la ceinture, et les gens qui disent est-ce que c'est bien raisonnable, elle dit oui, tout à fait, c'est normal que je les aide, a-t-elle dit, parce que compte tenu de ce que j'ai fait, il faut qu'on me protège. Ouais, donc ça veut dire qu'elle est elle-même, elle sait parfaitement qu'elle a fait, mais on n'est plus en démocratie. Parce qu'en démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Quelqu'un qui a fait quelque chose avec 23-49-3, c'est quelqu'un qui est une antidémocrate. Monsieur Asselineau, on arrive sur la fin de votre intervention. J'aimerais vous poser une ou deux dernières questions. 2024, ça a été l'année de nombreuses élections décisives aux quatre coins du monde. Ce qu'il en ressort, il semblerait, c'est que la moitié de la population mondiale a remis en cause la présence des hommes politiques, des modèles politiques en place depuis plusieurs années, pour aller vers probablement des modèles moins démocratiques. Est-ce que le redressement démocratique qu'on attendait il y a 2, 3, 4 ans, finalement, on peut l'oublier pour 2025. Quelles sont vos grandes perspectives géopolitiques pour 2025 ? Alors, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on n'est pas, ça ne va pas uniquement 2025. Je pense qu'on est face à un tremblement de terre, un de ces grands bouleversements, non pas seulement géopolitiques, mais même civilisationnels. Je pense que ça va être un peu la réplique des années 89-91. 89-91, c'est l'effondrement du camp de l'Empire soviétique et du camp du socialisme. Les années qui s'ouvrent, à mon avis, vont être l'effondrement de l'Empire wokiste, si j'ose dire, mais également l'effondrement de la construction européenne. Je pense. Alors, c'était ma deuxième question, justement. Dans cette logique de régionalisation, on voit que les États-Unis se replient sur eux-mêmes, que en face, les BRICS se construisent de plus en plus. Les BRICS s'étoffent, accueillent de nouveaux membres. On a quand même une logique de régionalisation qui se met en place, une déconstruction du modèle mondial, de la mondialisation. Est-ce que, dans cette optique-là, vous remettez un peu en cause votre approche du Frexit, ou au contraire, ça ne fait que la renforcer? Non, on n'est pas dans un phénomène... Je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ce que vous venez de dire. Les BRICS, c'est pas de la régionalisation. Vous avez le Brésil, l'Inde, la Chine, la Russie. Non, les BRICS, c'est remettre sur le devant de la scène ce qu'aurait dû être, ce qu'était l'ONU, ce qu'elle a cessé d'être, c'est-à-dire le concert des nations. Ce qui a été inventé, c'est l'hégémonie américaine, finalement. Oui, parce que les États-Unis se sont passés, en fait, de l'Organisation des Nations Unies. C'est vraiment très important à comprendre que la guerre de 30 ans en Europe, de 1618 à 1648, ça s'est soldé par les traités de Westphalie, comme on dit, de Münster et d'Osnabrück. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a conçu que on sort du Moyen-Âge, on sort de la Renaissance, on est en plein âge classique et on arrive à une organisation du monde qui est une organisation internationale. Internationale, ça veut bien dire ce que ça veut dire, nationale, entre des nations. Et on aura le summum, c'est le congrès de Vienne de 1815, le concert des nations, et l'Organisation des Nations Unies après les abominations nazies, etc. On revient sur le principe que c'est les nations. Il y a une interdiction de l'ingérence dans les affaires intérieures des autres États. La guerre est interdite. C'est la Cour internationale de justice de l'ONU qui doit régler les différends. Et s'il y a des conflits qui ne sont pas autorisés par l'article 7 de la Charte des Nations Unies qui fixe le seul droit de guerre est fixé par le Conseil de sécurité, à ce moment-là, le Conseil de sécurité peut envoyer des casques bleus pour empêcher... Ça, c'est le système onusien. Les États-Unis ont complètement mis à bas ce truc-là. Voilà. Maintenant, on a, dans les années 80, le docteur Kouchner, etc., le French Doctor, etc. On a inventé le droit d'ingérence, alors que c'est une abomination. Il n'y a pas de droit d'ingérence, c'est le contraire. Normalement, c'est la non-ingérence. L'Organisation des Nations Unies prévoit que chaque nation a le droit de choisir elle-même sa voie vers le développement. Parce que vous aviez le camp socialiste, etc. Et maintenant, on a eu des théoriciens de la fin de l'histoire. Vous savez, Francis Fukuyama, qui a dit ça y est, c'est terminé. L'effondrement du RSS, maintenant, c'est la fin de l'histoire. C'est le triomphe du libéralisme. Et c'est en fait le triomphe du mondialisme. Alors, c'est quoi le mondialisme ? Qu'est-ce qui se cache derrière l'État profond ? C'est la péremption des nations, c'est la désagrégation des nations.
avec d'ailleurs le rôle délétère joué par les États-Unis, par George Soros, avec les flux migratoires organisés vers l'Europe pour désintégrer l'unité nationale de tous ces États. Tout ça est absolument... C'est ce que dit Viktor Orban. Maintenant, les langues se délient. Ce qui était considéré il y a 10 ans, il y a 5 ans encore comme du complotisme, c'est la réalité. C'est d'ailleurs le plan qui avait été prévu par un type qui s'appelait Richard de Coudenhove-Kalergi dès le début du XXe siècle dans ses prophéties sur l'Europe. Donc il s'agit d'arriver à la péremption de l'idée de nation, et pour avoir quoi à la place? Un grand retour vers le Moyen-Âge, mais qui ne serait plus le duc de Berry, le duc de Bourgogne, le comte de Toulouse, ça serait BlackRock, Vanguard, Bill Gates, etc. C'est-à-dire la prise de pouvoir mondial par des oligarques et qui ne sont plus liés à un État, qui sont une espèce d'oligarchie transnationale, une espèce d'hyperclasse, comme certains l'ont prévu. Et c'est ça qui est en train d'être remis en cause. Fondamentalement, c'est ça, je pense, qui est en train d'être remis en cause. C'est remis en cause par les BRICS. Notez bien, c'est un point fondamental que Poutine, comme Xi Jinping, ont cassé leurs oligarques. C'est-à-dire que ce sont des dirigeants qui considèrent qu'il ne peut pas y avoir des puissances privées qui aient un poids financier supérieur à celui de l'État. Et ça, c'est un véritable problème que nous avons d'ailleurs en France. En France, vous avez quelqu'un comme, par exemple, Bernard Arnault, si vous voulez, dont la fortune personnelle est supérieure au PIB de 40 États dans le monde. Donc, si vous voulez, face à ça, vous avez des gens, où regardez le poids qu'a pris Bolloré dans la promotion, par exemple, d'Éric Zemmour. On a maintenant de plus en plus... Et comment Macron a-t-il été élu, si ce n'est que par une oligarchie, notamment d'origine américaine, qui a manipulé tous les médias. Et donc, je pense que là, on a une révolte des peuples, et les peuples veulent conserver leurs États-nations. Donc c'est vraiment un choix. Ça va bien au-delà de Trump. C'est vraiment, et même de l'Empire woke, c'est mondialisme contre retour aux États-nations. Et moi, je pense, de ce point de vue-là, on le voit en Europe. En Europe, de partout, l'édifice européiste craque, parce que la construction européenne, si on y réfléchit bien, était l'application régionale de cette volonté de péremption des États-nations. C'est ça qui est en train de craquer. Et alors, je vais vous garder encore un instant, si vous voulez bien. J'avais pas... je pensais pas qu'on allait aborder le thème des BRICS, parce qu'il me semble être important. Vous avez cherché à représenter les Français de l'étranger, donc vous avez quand même une dimension internationale intéressante. On sait que les BRICS se sont ouverts à l'Iran, à l'Égypte, à l'Éthiopie et aux Émirats arabes unis début 2024. Est-ce que par la force des choses, on comprend... L'Indonésie vient d'entrer. L'Indonésie vient d'y rentrer, exactement. Donc l'Indonésie en plus. Et vous êtes en train de nous dire que finalement, l'Europe, la France s'est fait un peu phagocyter par notamment les États-Unis. Est-ce que ces petits pays que sont donc l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis et la Thaïlande, hein, c'est ça, et l'Indonésie, finalement n'auraient pas tout intérêt à rejoindre des pays comme la France? Est-ce que la France, tout en restant peut-être indépendante sur le modèle du Frexit, ne pourrait pas créer des alliances avec ces petits pays qui eux-mêmes sont en train de devenir les vassaux de la Chine principalement? Alors, j'ai pas tout à fait la même vision, mais ce que vous dites va quand même dans le sens du programme, puisque dans mon programme, qui est en ligne d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des gens qui disent Asselineau, il n'y a aucun programme sauf sortir de l'Europe. Non, on a au contraire le programme le plus détaillé, non seulement le plus détaillé qui soit, vous tapez Asselineau, programme UPR, et vous l'aurez tout de suite, mais c'est un programme qui fait une trentaine de pages. Non, il est non seulement détaillé, mais en plus il est applicable. Parce que les autres responsables politiques, ils vous font des programmes mais qui sont inapplicables puisqu'ils restent dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN. Donc, nous, c'est applicable. Et dans ce programme, j'avais proposé que la France demande un poste sortant de l'Union européenne, que la France demande dans un premier temps un poste d'observateur au BRICS et ensuite demande son adhésion. Puisqu'en fait, il s'agit... Si vous y réfléchissez bien... l'adhésion de la France au BRICS? À terme, d'abord en observateur et ensuite en adhérent. Parce que c'est le rôle de la France, en fait, d'être un pays non aligné. C'est ce qu'avait fait De Gaulle. Hein. De Gaulle, en fait, la place de la France eût été plutôt du côté du mouvement des non-alignés, puisqu'il renvoyait dos à dos et le camp atlantiste et le camp soviétique. Et parce que De Gaulle, il était pour... comment dirais-je, la prééminence des peuples et des nations, comme on dit dans la Bible. C'est vraiment un combat presque biblique, cette histoire, entre la pérennité des peuples et des nations et puis la volonté d'avoir au contraire un pouvoir planétaire qui soit partagé par des oligarques qui ne dépendent pas des peuples. C'est avec une tyrannie totale. Hein. Parce que je rappelle qu'une démocratie, c'est kratos, le peuple, le pouvoir en grec, et démos, le peuple. Démos, kratos, le pouvoir du peuple. Qu'on ne vienne pas me dire que M. Macron est un démocrate, c'est pas vrai.
Madame Borne, elle exige d'avoir encore des gens qui la protègent parce qu'elle sait qu'elle est devenue extraordinairement impopulaire. J'ai d'ailleurs vu cette déclaration, je ne sais pas si vous avez vu, c'est extraordinairement drôle. C'est le président du Parlement géorgien. Vous savez, dans les médias, il y a toute une chorégraphie orchestrée made in USA en ce moment, avec des gens qui manifestent contre le pouvoir en Géorgie, les Géorgiens contre le pouvoir. Bon, il y a en Géorgie, effectivement, des Géorgiens qui sont favorables aux États-Unis, à l'Union européenne à l'ouest, c'est exact. Ils sont relativement nombreux, mais il y a des gens beaucoup plus nombreux encore qui, eux, sont défavorables à ça. Ça s'appelle la démocratie. Mais on ne présente aux Français que seuls ceux qui manifestent. D'ailleurs, Madame Salomé Zourabichvili, la présidente, vient d'être embauchée par le McCain Institute, qui est c'est un truc ultra-conservateur américain. Donc, je la connais personnellement, elle était au cabinet d'Hervé de Charette. Bon, ce sont des agents qui sont dans la main des États-Unis. Et le président du Parlement européen, donc, qui lui est du côté du pouvoir, c'est-à-dire des gens qui sont moins pro-russes que surtout pro-géorgiens. Ils veulent surtout que la Géorgie ne devienne pas un appendice de la construction européenne et donc par ricochet des États-Unis. Le président du Parlement géorgien a dit que effectivement il y avait des problèmes de démocratie qui se posaient dans le monde et que, comme d'après les sondages, 65% des Français souhaitaient la démission de Macron, eh bien il fallait qu'il y ait des élections anticipées, puisque la France et l'Europe exigent des élections anticipées en Géorgie pour lutter contre les ingérences étrangères. Enfin, on est dans un monde délirant. C'est un peu schizophrénique. On est dans un monde délirant. Voilà. Et donc, ce que je pense, c'est qu'en effet, la France sortant de l'Union européenne, ça veut dire la fin de l'Union européenne, mais il y a des gens qui disent, vous voulez refermer la France sur le monde, mais c'est délirant. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne, elle est fermée au monde. C'est le plus haut niveau de vie du monde et c'est le pays qui reçoit le plus de conférences internationales. Donc sortir de l'Union... Le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne, c'est un pays qui se porte pas très bien sous un certain nombre... il y a quand même un volet économique et financier au Royaume-Uni, surtout actuellement, on a des niveaux d'emprunt de taux souverains très élevés. Oui, et en France, vous avez eu les taux d'intérêt sur les 10 ans. Vous avez eu l'état du spread en France par rapport à l'Allemagne. Donc ça peut... Dans des zones les gens qui disent, regardez, c'est pas bon. D'abord, en Angleterre, ils participent des sanctions contre la Russie, etc. Mais enfin, on n'a pas eu l'effondrement que l'on nous avait promis. Les fondamentaux en Angleterre sont quand même meilleurs qu'en France. Quant à l'endettement public, quant à l'inflation, quant au taux de croissance, quant à l'ouverture. Les Britanniques, ils se sont réorientés maintenant vers des pays en plus forte croissance, notamment les pays d'Asie. Donc, mais le Royaume-Uni, personne ne va dire que le Royaume-Uni est coupé du monde. Bon, c'est-à-dire que la France, sortant de l'Union européenne, eh bien, elle devrait, à mon avis, renouer des relations avec les BRICS, qui fondamentalement, comme je l'ai dit, c'est une espèce de substitut à l'ONU. Eh bien, écoutez, Monsieur Asselineau, merci beaucoup. Vous reviendrez très rapidement parce que j'aimerais beaucoup vous entendre sur ce que vous venez de dire, pas votre conclusion, mais en tout cas votre dernière idée, de dire que potentiellement la France doit sortir de l'Union européenne, mais pourrait se rapprocher quand même des BRICS. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Asselineau, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Ce matin, je vous en prie, avec plaisir, je vous réitère mes meilleurs voeux pour l'exercice 2025. Vous êtes président de l'Union populaire républicaine et avec nous régulièrement sur Téléfinance, et je vous en remercie. À bientôt, monsieur. Notre live du 9 janvier 2025 est terminé. On se retrouve demain dès 8h55 pour une nouvelle édition de notre émission quotidienne consacrée au décryptage de l'actualité économique, politique, géopolitique et de son impact notamment sur les marchés financiers. Je vous souhaite une excellente journée sur Téléfinance.